Alors, comme on m'a... C'est pas mon habitude de parler avec des notes, pardon, mais comme on m'a donné un quart d'heure pour vous parler de cerveau et traumatisme, je me suis dit, il faut quand même que je me note qu'il faut au moins que je transmette comme message, parce qu'il y en a tellement. Si vous regardez la littérature, vous prenez le site de référence scientifique qui s'appelle PubMed, vous tapez cerveau et traumatisme, et vous allez avoir des milliers d'articles scientifiques. Et quand je dis des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'articles scientifiques, que ce soit au niveau neurobiologique, et c'est de ça qu'on va essentiellement parler, ou au niveau psychologique. Donc, ce que je vais essayer de faire durant ces quelques minutes, c'est de vous donner des points qui me paraissent essentiels. Et puis, si j'arrive à être suffisamment bref, vous donner la parole pour que vous posiez vos questions et pour que vous essayiez de m'orienter sur tel ou tel aspect. Alors, la première chose qu'il faut dire, et c'est une évidence, mais il faut commencer par les évidences, c'est que le stress, c'est la vie. Si nous sommes tous ici réunis, regardez par exemple, il fait un peu chaud, même beaucoup chaud. Donc, notre organisme, mais tous les organismes animaux, mais le nôtre particulièrement, est préparé à répondre à des challenges qui sont les challenges intérieurs. Ce matin, avant de venir, vous avez pris un petit déjeuner pour lutter contre l'hypoglycémie. J'espère que vous êtes en train de supporter cela. Les challenges extérieurs, il fait chaud, donc il faut une réponse au stress de chaleur. Et puis, on est un animal social, donc les challenges sociaux, les challenges de type environnement social. Et souvent, on parle du stress pour ces interactions humaines, mais le stress, bien entendu, ça va bien au-delà de ça. Alors, fondamentalement, je suis désolé d'être si schématique, mais fondamentalement, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est un axe qu'on appelle l'axe HPA, hypothalamo-pituitary-adrenals. Donc, des commandes au niveau du cerveau, un relais au niveau de la glande pituitaire que vous avez derrière la base du nez, et puis essentiellement une cible qui sont vos glandes surrénales, et au niveau des glandes surrénales, l'adrénaline et la production de corticoïdes. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le rythme de production de ces hormones et du stress est extrêmement important parce que, par exemple, la production de cortisol, c'est-à-dire le corticoïde de base, il est fluctuant au cours de la journée. Vous avez peu de cortisol dans la journée, une augmentation la nuit et un pic au moment du réveil. Donc, on tiendra aussi compte de ce qu'on appelle le rythme nyctébéral. Deuxième point fondamental, et on va y revenir avec un peu plus de détails ensuite, les âges de la vie. Ce n'est pas du tout la même chose, un traumatisme et donc un changement dans le niveau des corticoïdes, et je ne vous ai pas encore parlé de comment agissent les corticoïdes, mais je vais y venir. Ce n'est pas du tout la même chose selon que ça arrive sur un fœtus, sur un jeune enfant, sur un adolescent, cerveau en remaniement complet, sur un adulte, sur une personne âgée. À chaque âge de la vie, les effets des stress vont être importants et différents. Troisième point essentiel, on n'est pas dans une réponse linéaire. Plus de stress, plus de production de cortisol. Non, on est dans une réponse en U inversé. Peu de stress, rien. Un peu de stress, une certaine réponse cortisol. Beaucoup de stress, plus rien. Et on va revenir à ça sur les effets, sur des phénomènes dépressifs et tout. Bien évidemment, l'histoire de l'individu et la susceptibilité de l'individu, susceptibilité génétique, mais aussi susceptibilité épigénétique d'environnement, on va y revenir, est essentielle. Vous prenez un groupe de 10 souris qui ont tous le même génome, que vous stressez toutes de la même façon. Par exemple, ce qu'on appelle le test de défaite sociale, vous mettez une petite souris en présence d'une grosse souris, elle dans un environnement nouveau, l'autre dans un environnement connu,
eh bien, vous répétez le stress, vous allez avoir un syndrome dépressif qu'on appelle la défaite sociale. Vous prenez 10 souris, il y a 7 souris qui auront ce stress, il y a 3 souris qui ne l'auront pas. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore pourquoi, alors que c'est toutes les mêmes souris venant de la même portée, nées le même jour, élevées par la même mère, etc., etc. Pourquoi il y en a 7 qui vont avoir ce syndrome de détresse et de dépression, et pourquoi 3 vont être résilients? Alors, pourquoi ce stress c'est si général? C'est parce que les glucocorticoïdes, donc le cortisol, mais ça peut être des glucocorticoïdes de synthèse, va en fait agir sur l'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, rentrer dans la cellule, rentrer dans le noyau et modifier l'expression des gènes. Vous savez que dans notre organisme, notre génome, les 3 milliards de paires de bases qu'on a héritées de notre parent, on a le même dans toutes nos cellules. Et pourtant, on a des cellules de foie, on a des cellules de cerveau, on a des cellules de cœur, on a des cellules de peau. Donc les gènes ne s'expriment pas pareil d'une cellule à une autre cellule. C'est le répertoire d'expression des gènes qui fait la spécificité de la cellule. Eh bien, les corticoïdes vont agir sur l'expression de certains gènes et modifier l'expression de certains gènes. Ces corticoïdes sont absolument nécessaires, je l'ai déjà dit, à la réponse au stress, mais aussi au développement du cerveau. C'est-à-dire qu'au moment où le cerveau se développe, il y a une maturation du cerveau. Vous savez que l'homme est l'exemple même de la maturation post-natale, et les régions du cerveau ne se développent pas à la même vitesse. L'hippocampe, qui est un peu beaucoup impliqué dans notre mémoire, ne se développe pas à la même vitesse qu'une région qui est le carrefour des émotions et de la rationalité qu'on appelle l'amygdale. L'hippocampe, c'est les 2 premières années de la vie. L'amygdale, c'est au cours des 20 premières années de la vie. Puis il y a des régions qui se développent plutôt à d'autres périodes de la vie. Par exemple, le cortex préfrontal, il va se développer plus entre 8 ans et 14 ans chez l'être humain. Tout ce que je vous donne, c'est bien sûr schématique, c'est des moyennes. Et donc, les corticoïdes dans le développement normal, ça participe de la maturation des axones, donc qui communiquent l'information d'une cellule à l'autre. Notre cerveau, il y a 200 milliards de cellules, 180 milliards sont des neurones, les autres comptent aussi, mais les axones, c'est les fibres qui relient les neurones. Il y a 50 000 contacts entre d'une cellule à une autre cellule, donc une connectivité plus grande que la Voie lactée en termes de nombre. Et il faut qu'il y ait une maturation. En particulier, pour que ça aille vite d'un endroit à l'autre, il faut de la myéline, et les corticoïdes vont y participer comme l'hormone thyroïdienne. Et puis aussi à quelque chose de très fin qui organise le contact entre les neurones, qu'on appelle la synapse, et tout particulièrement la partie réceptrice de l'information, qu'on appelle les dendrites. Et il faut que ces dendrites soient suffisantes en nombre et qu'elles soient bien charnues pour qu'elles transmettent bien l'information. Un des problèmes, par exemple, dans l'autisme ou les troubles neurodéveloppementaux, c'est la perte de cette forêt de dendrites et du coup une transmission de l'information qui se fait mal. Qu'est-ce qu'il faut encore que je vous dise? Que chez l'homme, on ne peut pas essentialiser, on ne peut pas tout mettre en termes de biologie. Bien sûr, il y a des tas de facteurs intercurrents. Je vais vous en prendre un, on va y revenir. Si vous avez une mère qui est déprimée, fortement déprimée, par exemple, pendant la grossesse, et il va y avoir des impacts sur le fœtus, probablement cette mère, elle va être aussi déprimée en postpartum et elle va avoir du mal à s'occuper de l'enfant en périnatal. Est-ce que c'est dû à l'impact fœtal? Est-ce que c'est dû au périnatal? Vous voyez que c'est compliqué. Vous rajoutez ça dans un environnement pauvre ou en termes socio-économiques. Vous rajoutez ça avec des problèmes alimentaires. Vous voyez que les facteurs intercurrents sont complexes, et donc tout ce que je vous dis, prenez-le avec précaution. Nous sommes encore des très grands ignorants et il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Alors, quelques messages fondamentaux. Le stress prénatal, c'est fondamental parce que ce n'est pas assez su, connu et tenté d'être prévenu. Les corticoïdes passent la barrière placentaire, donc si la mère est maltraitée, elle est déprimée, si elle est sujette à des mauvais stressements et à un stress majeur, l'effet par production de corticoïdes passera au fœtus, et l'effet sur le fœtus, c'est non seulement un effet de modification de l'expression de certains gènes, mais de très longue durée, voire la vie entière.
C'est des effets épigénétiques, mais qui se marquent sur des très longues durées. Donc, il faut absolument tenir compte du stress chez la femme enceinte, parce que ça induit des phénomènes de programming. Et ce stress chez la femme enceinte, évidemment, il y a des événements intercurrents, mais on sait que sur des modèles animaux, alors il faut toujours se méfier des modèles animaux, mais à long terme, on a des problèmes chez les animaux devenus adultes d'apprentissage, d'augmentation de leurs caractéristiques d'anxiété et de dépression, et puis de l'augmentation de leur impulsivité, de la réactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et on sait que chez les enfants nés de mères qui ont été particulièrement déprimées, on a des augmentations de production de l'axe hypothalamo-hypophysaire et des phénomènes anxieux majeurs chez les enfants à 6 mois, mesurés à 6 mois, à 5 ans et à 10 ans. Donc, vraiment, il faut prendre en considération la femme enceinte et prendre en considération l'impact sur le fœtus. En postnatal, il y a une période un peu magique, au moins les 15 premiers jours de la vie, voire les 3 premières semaines, où probablement pour des raisons de survie, le jeune enfant, le nouveau-né, est peu réactif au stress. Donc, il est un peu blindé, le nouveau-né, et probablement pour survivre les premiers jours après le traumatisme majeur qu'est la naissance, enfin, la délivrance. En tout cas, il y a une petite période là, un peu, entre guillemets, bénie pour le stress, où l'enfant est protégé. Mais pas si longtemps que ça. Et évidemment, qu'est-ce qui va être l'impact sur l'enfant, le jeune enfant? C'est la séparation avec la mère. Alors, on ne parle pas de la séparation pendant 5 minutes ou la séparation pendant 1 heure. On parle de séparation qui soient des séparations prolongées. Et puis, les difficultés à l'alimentation. Et puis, plus encore, je vous ai parlé des rythmes, le fait que la disparition ou la séparation avec la mère soit imprédictible ou le fait que l'alimentation soit imprédictible. Ça, d'une façon générale, on le voit même nous qui sommes adultes, quand on ne sait pas prévoir les événements stressants, ça nous rend fous. Quand on sait un peu les prévoir, on aménage notre anxiété. Chez le jeune enfant, c'est encore pire. Et donc, le pire du pire chez le jeune enfant, c'est le manque de contacts sociaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'arguments pour penser que, par exemple, dans les orphelinats, quand un enfant est dans certains orphelinats, quand l'enfant est privé de contacts sociaux très, très tôt, eh bien, c'est le terrain de susceptibilité qui va provoquer des troubles anxio-dépressifs chez l'adulte. Donc, vous voyez là encore des effets de très longue durée qu'il faut essayer de prévenir pour éviter les faibles dépressions. Je saute à un cerveau dont on parle rarement et à tort, qui est le cerveau de l'adolescent. L'adolescence, c'est un bouillonnement. Alors, je dis l'adolescence, je devrais dire les adolescences, parce que selon que c'est la préadolescence, 8-10 ans, l'adolescence, 12-14 ans, ou la post-adolescence, 15-16 ans, c'est pas la même chose, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le moment du développement du cortex frontal et surtout préfrontal chez l'homme. Le cortex frontal et préfrontal, c'est tout ce qui nous permet de rationaliser, de faire des scénarios. C'est ce qui va rentrer au niveau de l'amygdale en balance avec tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est l'impulsivité de la récompense. Encore une fois, je suis très schématique, je vous prie de m'excuser. Mais en tout cas, ces capacités de contrôle, donc le comportement à risque chez l'adolescent, donc l'impulsivité, la volonté d'une récompense très rapide, tout ça, c'est ça. Et on voit chez l'adolescent une réponse au stress essentiellement par augmentation de la production de corticoïdes et du coup, augmentation de l'impulsivité. Chez l'adulte, on est évidemment tous soumis au stress, tous soumis à des stress chroniques. Ce qui est très intéressant chez l'adulte, c'est que c'est beaucoup plus transitoire et c'est beaucoup plus réversible. Tout ce qui peut avoir été étudié, y compris des stress chroniques de longue durée, si ça s'arrête, en 10-15 jours, voire 3 semaines, les choses rentrent dans la normale. Finalement, l'adulte est beaucoup plus résilient que ce qu'on a vu chez le fœtus ou chez le jeune enfant. Donc, le stress chronique, il est bien sûr là. On est tous soumis au stress, on se plaint tous du stress. Mais finalement, on est peut-être équipé pour beaucoup plus résister au stress. Alors,
Là encore, il y a stress et stress, y compris chez le jeune. Un peu de stress, c'est bon. C'est bon pour l'apprentissage, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour la préparation à l'action. L'acteur, avant de rentrer en scène, il a le trac, il a le stress, ça va lui permettre de mieux jouer, apprendre. Souvent, quand on a un petit stress pour forcer, alors ce n'est pas toutes les mémoires, c'est essentiellement les mémoires émotionnelles. Souvenez-vous des profs que vous avez eus et dont vous avez vraiment retenu les leçons, c'est ceux qui vous ont ému, ceux qui vous ont fait rire, ceux qui vous ont fait pleurer, ceux qui ont provoqué en vous un éveil émotionnel. Et là, le stress va améliorer la mémoire. Ça peut être aussi le stress traumatique. Et de façon bizarre, certains stress, donc les stress chroniques, vont augmenter la production de cortisol, et puis les stress très forts, ceux qui vont provoquer le stress post-traumatique, au contraire, il y a un écroulement de toutes les réponses possibles. Et dans les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, il y a clairement un manque de réponse de notre axe HPA à la capacité de challenge et de réponse au stress. Les gens avec le stress post-traumatique, c'est un épuisement de la capacité de réponse quelque part. Les personnes âgées, il faut faire attention aussi, elles sont beaucoup plus sensibles au stress, peut-être pour différentes raisons accumulées tout au long de la vie, et surtout le stress est un élément qui agresse, et qui accélère. Enfin, toutes les études sur les maladies neurodégénératives montrent que plus le niveau de cortisol est haut, donc on va dire quelqu'un d'anxieux, de dépressif, de stressé, et plus la courbe d'entrée dans des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer va être rapide, avec des augmentations tout à fait significatives. Voilà, quelques points de repère. Je vais vous laisser la parole. J'ai sûrement été déjà trop long. Des éléments dont on n'a pas parlé parce qu'ils sont beaucoup à l'étude et ils devront être encore fouillés. Le rapport en stress-sexe, alors sexe biologique ou genre, comportement, place dans la société. On a beaucoup parlé des femmes depuis hier. Finalement, les femmes sont peut-être beaucoup plus résilientes. On leur plaque l'idée que la dépression, c'est les femmes. En réalité, il y a beaucoup d'hommes qui sont déprimés et peut-être que les femmes sont plus résilientes et peut-être plus longtemps à des stress plus importants. L'impact de l'environnement, comment est-ce que les perturbateurs endocriniens en particulier, comment est-ce que les changements de l'environnement impactent sur nos stress, et puis, important encore comme take-home message, les rythmes de vie, la déprivation de sommeil, un sommeil cassé. On sait que les travailleurs, les shifts qui sont soumis à des changements d'horaire fréquents, les pilotes de ligne et tout ça, sont souvent des gens beaucoup plus fréquemment dépressifs à cause du fait que le sommeil est une reprogrammation nécessaire pour lutter contre le stress. Voilà, j'ai été vite, mais il y a quelques points que j'avais envie de transmettre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez profiter de la présence du professeur? Oui. Ne soyez pas stressés, j'allais dire, mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Non, c'était pas mal comme plaisanterie. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure dans la production de corticoïdes d'un U inversé, en disant, sauf si j'ai raté l'épisode, mais en disant que vous alliez y revenir sur, en fait, quand le stress est maximum, la production s'arrête, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si vous en avez parlé, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Donc, est-ce que vous pouvez dire... Non, mais donc le U inversé, c'est que dans la plupart des cas, la réponse au stress dépend évidemment du type de stress, parce qu'il n'y a pas qu'un seul stress. Ce n'est pas la même chose de souffrir de la faim et de souffrir d'un traumatisme du style être privé de contact avec les personnes. Vous savez qu'une torture tout à fait classique, c'est d'isoler quelqu'un. Vous mettez quelqu'un à l'isolement, c'est une forme de torture parce que l'incapacité de communication, et vous avez le très beau récit de Jack London, Le Vagabond des étoiles, qui montre comment il faut arriver à parler avec quelqu'un parce que sinon on devient fou. Donc, donc il y a différents types de stress et différents niveaux de ces stress. Et là, on voit que
il faut un certain seuil pour qu'il y ait une réponse de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Nous, ce qu'on sait mesurer, c'est le niveau de cortisol. Donc on voit si l'axe est mobilisé, s'il y a une réponse au cortisol, ou si beaucoup plus haut dans le cerveau, il y a une augmentation de certains récepteurs qu'on appelle récepteurs à la corticotropine, ou un effet sur certains promoteurs des récepteurs des glucocorticoïdes. Alors, encore une fois, je suis vraiment trop schématique, parce que comme il y a des récepteurs aux glucocorticoïdes partout dans le cerveau, l'effet sur certains circuits profonds qui sont impliqués dans la production de dopamine et le circuit de la récompense n'est pas la même chose que l'effet sur le cortex préfrontal. Mais pour résumer, jusqu'à un certain seuil, il n'y a pas de réponse. Vous pouvez... quelqu'un vous bouscule dans le métro ou dans la rue, c'est un stress, mais vous n'allez pas répondre, il ne va pas y avoir une pulse de cortisol à chaque petit coup que vous prenez ou à chaque petit ennui que vous avez. Et puis, on monte dans le stress, et là, vous avez une réponse, une augmentation progressive de la réponse avec du cortisol. Et puis, à partir d'un certain moment, au contraire, ça s'écroule. Et donc, on arrive, nous, après la bataille, et on voit des gens qui sont anxieux ou qui sont déprimés. Et là, on voit que chez les gens anxieux et déprimés, ils ont une très forte augmentation du cortisol et encore une capacité de réponse. Et puis, on a des gens qui ont, au contraire, un stress post-traumatique, ce qu'on appelle le PTSD en anglais. Et là, on voit qu'ils ont un cortisol écroulé et que quand on leur fait un challenge, eh bien, ils ont une faible réponse en termes de cortisol. Donc, c'est ça la courbe en U. Une autre question ? Oui. Merci. Vous êtes à l'évidence un excellent scientifique et un excellent communicateur. Mais comme nous ne sommes pas à la faculté de médecine, j'imagine qu'il doit y avoir une raison pour laquelle les organisateurs ont tenu à vous avoir ici aujourd'hui et qu'ils s'attendaient, peut-être en avez-vous discuté, à ce que vous passiez un message. Et si oui, quel est-il? Et si je vous pose la question, c'est que ces derniers temps, j'ai, à ma grande surprise, eu l'occasion d'entendre plusieurs spécialistes, physiologistes du cerveau, dans des congrès, souvent des congrès climatiques ou droits de l'homme, qui, en gros, cherchaient à expliquer pourquoi l'homme pense de travers et agit méchamment. Et souvent, même les conférences portaient ce titre, « Comment peut-on agir sur le cerveau de l'humain ?» Et c'est difficile de faire la part des choses en ce qui est scientifique et ce qui est un peu une offensive idéologique qui n'est pas sans rappeler les théories à la Pavlov. Donc, je vous pose cette question. Au fond, pourquoi êtes-vous là? Je m'en réjouis, j'ai été charmé, mais pourquoi êtes-vous là? Et que pensez-vous de cette mode assez visible, assez audible, cette année en particulier, où on fait venir des physiologistes du cerveau pour apprendre aux humains à penser juste et à cesser de détruire leur nid, comme on l'a dit tout à l'heure? Alors, on va essayer de vous apporter des réponses claires et simples. Pourquoi je suis là? Parce qu'on m'a invité. Et pourquoi on m'a invité? Parce que j'ai la chance, avec Jean-Dominique Vassali, avec quelques autres personnes qui étaient là hier soir, de faire partie du comité scientifique de la Fondation Brochet, c'est-à-dire le comité qui se réunit 2 fois par an pour sélectionner les invités qu'on aura ici en résidence pour leurs travaux ou les colloques scientifiques. Et ensuite, pourquoi on m'a invité? Je pense que c'est pour mettre en balance cette idée de la Genève humanitaire et donc de l'action humanitaire, et puis ce qu'il peut être possible aujourd'hui de dire de l'impact du traumatisme, du stress sur notre cerveau. Alors, peut-être ne l'ai-je pas dit assez clairement au début, mais je refuse totalement d'essentialiser les comportements humains. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous n'existons que par notre biologie. Si nous n'avions pas un corps, un organisme, un cerveau pour penser, nous n'existerions pas.
Mais ce ne sont pas les gènes qui font ce que nous sommes, ou ce ne sont pas le câblage de notre cerveau, encore que le câblage de notre cerveau, c'est quand même le résultat de notre histoire et le résultat d'une histoire humaine. C'est-à-dire que ce câblage n'existe que si nous avons été en interaction avec d'autres humains. Et ce qui est important de retenir, c'est que on est dans une dialectique, c'est-à-dire que la biologie, et en particulier l'expression de notre génome, nous permet de développer un organisme humain, mais comme le disait déjà Erasme, nous ne naissons pas humains, nous devenons humains. Et on le voit avec les enfants loups, on le voit avec toutes les périodes critiques où si quelque chose n'est pas acquis, nous n'avons plus les potentialités ensuite, ou moins de potentialités de l'acquérir. Donc, il y a une dialectique permanente entre notre biologie et notre devenir. La définition même de la biologie, c'est un système ouvert sur son environnement. Un système vivant ne peut exister que grâce à l'apport énergétique et aux interactions avec son environnement. Notre cerveau, il a le potentiel d'être humain, mais il ne devient humain que dans la société humaine. Et il ne devient humain qu'à travers les interactions que nous avons avec les autres. Donc, l'objectif, l'objet, et de toute façon, j'en serais bien incapable parce que je suis totalement, nous sommes totalement, je suis et nous sommes totalement ignorants en tant que scientifiques sur beaucoup de domaines. Donc l'objet, c'est pas de venir vous faire une leçon de morale. Je serais bien incapable de vous dire neurobiologiquement qu'est-ce que c'est que la morale. Je suis capable de vous parler d'expérience de prise de décision, mais je suis pas capable de vous dire comment on est moral ou pas moral dans notre cerveau en vous décrivant l'activité de tel ou tel circuit. Donc l'objectif, c'est pas de vous dire ça, l'objectif, c'est de vous dire, voilà, les traumatismes dont on parle, Olivier Weber parlait de nombreux traumatismes il y a quelques minutes, les traumatismes dont on parle, mais aussi le fait pour un jeune enfant d'être séparé de sa mère, enfin, ce qui est peut-être en train de se passer pour beaucoup d'enfants en Ukraine en ce moment, ou au Yémen, ce qui est peut-être en train de se passer pour beaucoup de femmes enceintes quand ce sont des migrants qui ont à traverser des conditions épouvantables pour arriver jusqu'à nous, et nous savons que beaucoup de femmes enceintes empruntent ces chemins de la migration. Et ben voilà, il faut le savoir, il faut en prendre connaissance. Il faut aussi savoir que ça peut avoir des effets de très longue durée. Je vous ai parlé plusieurs années après. Et donc, pas le prendre à la légère à partir du moment où nous savons. À partir du moment où nous savons, c'est peut-être des moyens pour agir, pour prévenir, pour essayer de faire quelque chose. Pas juste rester en disant, ben voilà, c'est la biologie, c'est le fatum, c'est les gènes, c'est comme ça. Non, nous sommes une société humaine et donc, face à ce qui est comme ça, nous pouvons le faire autrement. Ça, c'était déjà Hume. Ce n'est pas parce que les choses sont comme nous les voyons qu'elles n'auraient pas pu être autrement. Merci. Une dernière question? Oui. Enfin, quand je dis dernière, vous avez bien compris que... Il y en aurait effectivement beaucoup. Peut-être juste une question à propos des perspectives, disons, d'approche. Je vais utiliser le terme thérapeutique. C'est peut-être pas le bon terme, hein, mais qui peuvent être mises en œuvre pour, après un stress, éventuellement favoriser un retour, favoriser la résilience. Donc, ce qui s'étudie en termes de traitement, toujours avec guillemets, du stress post-traumatique. Est-ce que là, tu as quelques éléments peut-être qui peuvent être intéressants à partager? Alors, sur le stress post-traumatique, c'est probablement ce qui est le mieux étudié, parce que c'est beaucoup... Enfin, c'est toujours la même histoire. Pourquoi c'est mieux étudié? Parce que c'est vraiment caractéristique et que depuis la guerre du Vietnam, parce que c'est ça un peu le paradigme de départ, les soldats qui reviennent de la guerre du Vietnam, la DARPA américaine, donc l'agence de la défense américaine qui développe des recherches et qui essaye de comprendre les éléments de ce stress traumatique et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout le réseau américain des hôpitaux pour vétérans. Et donc là, il y a effectivement la possibilité, alors qui est vrai pour le stress post-traumatique et qui commence à l'être pour d'autres traumatismes, d'essayer de réouvrir une fenêtre de plasticité, parce que notre cerveau, il n'est pas fixe pour toujours, il est extrêmement plastique. Alors, plus on est jeune, plus il est plastique, mais tout au long de la vie,
il garde cette plasticité. Donc réouvrir, c'est-à-dire permettre, d'abord il y a des médicaments qui préviennent le stress post-traumatique, donner des bêta-bloquants juste après l'événement traumatisant allège, voire prévient le stress post-traumatique. Et ensuite, il y a des médicaments, surtout à base de cholécystokinine, une des 100 molécules qui servent à transmettre l'information dans le cerveau, et de la psychothérapie en essayant de réouvrir la période traumatique. Donc on fait revivre à la personne la période traumatique, ça réouvre des fenêtres de plasticité, et ça, cette psychothérapie ajoutée à des traitements qui aujourd'hui sont de plus en plus ciblés, permet, dans un grand nombre de cas, de soigner le stress post-traumatique. Alors, du coup, il y a des tentatives qui sont faites pour essayer de soigner d'autres formes de dépression liées à des stress majeurs, pas forcément post-traumatiques, donc des stress chroniques répétés. Mais là, c'est beaucoup plus sujet à controverse, et là, je jouerai mon joker d'ignorant. Professeur, si vous êtes d'accord, j'ai encore une question ici. Merci, bonjour. Vous avez parlé du générationnel, mais qu'en est-il du transgénérationnel et est-ce qu'on garde, nous, l'empreinte et la marque de conflits auxquels ont été soumis nos grands-parents, par exemple, ou arrière-grands-parents? Bon, alors ça, c'est une question qui est sujette à recherche. Hein. La vraie réponse est, chez l'homme, on ne sait pas. Chez la souris, il y a des éléments qui montrent qu'il peut y avoir transmission de certains éléments sur 2 ou 3 générations. Donc, le test de base, c'est d'éduquer une souris à la peur d'une certaine odeur et de voir que, alors que les souriceaux à 2 ou 3 générations n'ont jamais été mis en présence de cette odeur, quand on va les mettre en présence de cette odeur, et sans qu'il y ait eu d'apprentissage préalable, parce que chez la souris aïeule, on a associé l'odeur avec un petit choc électrique dans les pattes ou avec une lumière vive. Les souris, c'est des animaux qui vivent la nuit, donc ça leur fait très peur d'avoir une lumière vive, un espace ouvert où il n'y a aucune possibilité de se cacher. Donc la peur, le conditionnement à la peur va arriver très vite. Et donc ça, effectivement, chez la souris, il y a des expériences pour montrer que 2 ou 3 générations plus tard, il y a le fait de simplement exposer la souris petite fille ou arrière-petite-fille à l'odeur, il y a un comportement de peur qui ne semble pouvoir s'expliquer que par une transmission transgénérationnelle. Chez l'homme, il n'y a pas d'éléments comme ça. On n'a pas de preuves. Alors, bien sûr, le fait que la mère ait été stressée, il y a des choses qui vont être transmises, ou le goût de certains aliments que la mère ou la grand-mère transmettent aux enfants et aux petits-enfants, ça, on l'explique facilement, mais ça, ce n'est pas transgénérationnel, ça, c'est totalement culturel. Ensuite, est-ce qu'on est capable d'avoir un paradigme où on a des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui n'ont jamais été exposés à la culture de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et qui présentent des éléments probants, par exemple d'une réaction à la peur, à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu avant, pour l'instant, il n'y a aucune expérience chez l'homme qui montre ça. Donc, chez la souris, oui, chez l'être humain, beaucoup de recherches à faire encore. Alors, encore une dernière. Vous êtes d'accord de reprendre encore une question? Oui, je sais. Moi, je reste ici cet après-midi. Allez, chiche. Et je suis très bavard en plus. Et puis j'aime bien partager les choses quand je connais quelque chose. Merci de l'opportunité. Il me semble qu'au tout début de votre intervention, vous avez parlé des enjeux, impact et enjeux éthiques face à la neurotechnologie ou l'introduction de la neurotechnologie aujourd'hui, de cette évolution. Donc, visiblement, vous travaillez au sein de la Fondation ici, vous contribuez aux travaux qui se font en la matière, sur les réflexions bioéthiques. Ce qui m'intéresserait de savoir, dans quelle mesure vos travaux font écho auprès des agences comme l'OMS ou alors le Forum de Davos, comme vous le savez, a des grandes perspectives d'évolution de ce genre de technologie
pour l'avenir et comment fait-on pour, en fait, est-ce que vous avez un écho? Est-ce que vous intervenez pour que, justement, mettre un frein à certaines orientations qui devient effectivement met en péril l'humanité? Alors, on change complètement de sujet et comme je vous l'ai dit, jusqu'à une période récente, non, je ne l'ai pas dit, mais jusqu'au 31 décembre 2021, j'étais président du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Et donc, dans le contexte des travaux du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, nous avons produit un rapport que vous pouvez trouver sur le site de l'UNESCO, du Comité international de bioéthique, sur les enjeux éthiques des neurotechnologies. Par ailleurs, c'est une question qui a fait l'objet de travaux au sein de l'OCDE et qui a amené à une recommandation dans le domaine de la santé, qui est la recommandation 457 de l'OCDE, qui est maintenant mise en place par les pays de l'OCDE pour encadrer l'utilisation des neurotechnologies dans le contexte de la santé. Enfin, pour répondre plus directement à votre question, dans le cadre des 75 ans de la Charte, donc les Nations Unies préparent pour l'an prochain l'anniversaire, le 75e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, si tant est que les événements internationaux le leur permettent. La question des neurotechnologies et des droits de l'homme au regard des neurotechnologies est une question qui a semblé prioritaire au secrétariat général des Nations Unies. Et donc actuellement, il y a un groupe de travail dont je fais partie qui prépare un certain nombre d'éléments pour droits de l'homme et neurotechnologie. Et donc, probablement, ces discussions se développeront. La question qui est sur la table, c'est est-ce que le fait d'avoir des techniques qui maintenant permettent d'enregistrer l'activité cérébrale et de modifier l'activité cérébrale doit nous amener à ajouter de nouveaux droits aux droits de l'homme, donc compléter la charte avec de nouveaux droits, ou est-ce que finalement les droits existants, par exemple l'intégrité physique, et peut-être à compléter avec intégrité physique et mentale, doit protéger déjà notre espace privé mental et est suffisant, mais encore faut-il que ces droits fondamentaux soient respectés par les nouvelles technologies et que ceux qui aujourd'hui pourraient en faire usage, et tout particulièrement les sociétés qui collectent ces informations, y compris l'homme le plus riche du monde avec Neural, qui a une société de neurotechnologie, puisque Elon Musk a développé une société qui s'appelle Neuralink, mais Facebook a sa cellule de neurotechnologie, Google a la sienne, et les équivalents chinois ont la leur, puisque au fond, notre activité cérébrale, c'est la dernière frontière de notre intimité. Ils ont déjà toutes nos données grâce à tout ce qu'on fait sur notre smartphone ou sur Internet. Il leur manque encore quelques informations sur notre activité cérébrale. Voilà, ils vont chercher à les collecter. Donc, au fond, qu'est-ce qui est sur la table? C'est nous avons des droits humains, et comment ces droits humains, nous les faisons respecter? Est-ce qu'il faut élargir, en ajoutant des protocoles additionnels, ces droits humains pour les faire respecter, ou est-ce qu'il faut ajouter de nouveaux droits? Voilà, c'est ça qui sera discuté dans le contexte des 75 ans de la Charte. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, professeur, merci pour cette formidable intervention.